peut-être qu'on va demander à une de nos citoyennes, Laura Guérin, qui est en visioconférence, je crois, de prendre la parole. Je crois qu'elle voulait poser une question. Je précise tout de suite que comme nous n'aurons pas la possibilité de faire prendre toutes les questions qui seront posées ici ou qui seront posées par le Facebook Live seront transmises au ministre et à son cabinet pour que des réponses soient apportées en même temps qu'elles seront données à monsieur le préfet du Gers. Donc, Laura Guérin, est-ce que vous êtes là? Alors, on va demander peut-être dans ces cas-là à Julie Ribet peut-être d'intervenir au nom de l'ordre des infirmières qui sont vraiment très précieuses. Ah, ça y est. Bon. C'est bien. Je suis désolé, on a été coupé brutalement. J'ai su ça. Donc, le colonel des vous disait que nous étions opérationnels pour monter en régime en fonction de ce que nous aurons à dire. Et je voulais passer la parole à Julie Ribet, qui est la représentante de l'ordre des infirmières. Elles sont hyper précieuses, bien évidemment, dans cette campagne. Julie, une question peut-être pour une remarque, une question pour monsieur le ministre. Oui, quant à la vaccination à domicile, puisque j'ai abordé la semaine dernière avec Patrick Chambouredon, le président national de l'ordre des infirmiers, la possibilité d'une évolution du décret pour les infirmiers pour qu'il y ait cette autonomie de vaccination à domicile. Voilà, on a beaucoup de personnes qui sont trop dépendantes, trop fragiles ou simplement isolées qui ne peuvent se rendre malheureusement au centre de vaccination. Est-ce que vous pourriez nous donner des précisions par rapport à cela? Merci. Très bien. D'abord, Madame la Vice-présidente, merci pour votre question et merci pour la mobilisation de votre profession. C'est vrai que j'ai fait une première la semaine dernière avec le président de l'Ordre national des infirmiers. J'ai invité 400 000 infirmiers et infirmières au cours d'une visioconférence pour répondre à bâton rompu à des questions qui ont été posées sur le chat. Nous avons eu 41 000 infirmiers connectés pendant 1 heure. Plus de 2000 questions ont été posées. Bon, j'avoue m'être limité à 32 réponses, ce qui était déjà pas mal, mais ça montre que l'exercice était utile et il sera à reproduire. Moi, je suis à fond, je vous le dis, pour qu'on puisse vacciner les personnes fragiles chez elles. Alors, avec le Pfizer, c'était très compliqué. Ça reste très compliqué, puisqu'il faut une surveillance médicale de 15 minutes post-vaccination, en cas de risque allergique, vous le savez, et parce que les conditions de transport du brin d'ARN messager, qui est très fragile, eh bien, ont compliqué la donne. Avec le AstraZeneca, c'est beaucoup plus simple. On peut vacciner à domicile sans aucun problème. Néanmoins, j'ai souhaité saisir la Haute Autorité de Santé pour qu'elle nous dise si on peut, pour les personnes âgées à qui on ne peut pas proposer de AstraZeneca, puisqu'elle relève du Pfizer et du Moderna, si nous pouvons enclencher une vaccination à domicile dans des conditions restant déterminées. J'attends, j'espère, l'avis de la Haute Autorité de Santé aujourd'hui ou demain. Et je ne tremblerai pas, évidemment, pour signer tout texte autorisant la vaccination des personnes âgées isolées chez elles. C'est absolument fondamental. Je me suis aussi entretenu avec la présidente de la FNEAD, pour la Fédération nationale de l'hospitalisation à domicile, qui est volontaire aussi pour pouvoir, dans le cadre de l'HAD, vacciner les personnes fragiles âgées chez eux. Et donc, moi, je serais favorable, évidemment, à ce qu'on déploie tous les moyens de couverture des personnes fragiles. Merci, monsieur le ministre. Je passe la parole, on a essayé tout à l'heure, à Laura Guérin, qui est une des citoyennes membres du Collège citoyen qui voulait, en visioconférence, vous poser une question, monsieur le ministre. Laura Guérin? Oui, vous m'entendez? Oui, très bien, le fameux, vous m'entendez? Monsieur le ministre, bonjour. Depuis mars 2020, comme vous le savez, notre quotidien est bousculé, provoquant des conséquences sanitaires et économiques très lourdes, mais également sociales et psychologiques. Il est pour nous, citoyens, inacceptable que cette détresse ne soit pas prise en compte par une vraie politique de soutien financier. Donc, mes questions sont les suivantes. Le gouvernement a-t-il conscience de cette réalité et quels moyens compte-t-il mobiliser? Alors, si on a conscience, oui, heureusement, j'ai envie de vous le dire, je suis même très inquiet de la situation du moral des Français, mais c'est également la même situation partout. Vous regardez, dans le monde, évidemment. Les Allemands, qui en sont à 6 semaines de confinement généralisé, n'ont pas le moral non plus. Les Anglais, qui en sont à 120 000 morts, n'ont pas le moral. Donc, c'est pas un sujet franco-français, mais il faut y apporter des réponses qui correspondent aussi aux organisations dont nous disposons, quitte à modifier ces organisations lorsque c'est nécessaire et lorsqu'on peut le faire, et à y mettre des moyens, oui, oui et encore oui. Il y a plusieurs sujets au fond. Je ne vais pas être trop long sur cette question, mais là, c'est un peu le côté Toubib qui parle.
il y a le sujet d'être capable de dépister, détecter très tôt les personnes qui, au-delà de ne pas avoir le moral, sont en situation de détresse avec des symptômes pouvant les conduire à présenter une véritable dépression, voire des troubles encore plus graves. Pour cela, nous avons déployé des moyens inédits avec les recrutements d'un certain nombre de psychologues, par exemple 160 psychologues dans ce qu'on appelle les CUMP, qui sont les cellules d'urgence médico-psychologiques. Il y a le chèque psy pour les étudiants avec 3 consultations de psychologues payées aux étudiants désormais. Ça a été annoncé par le président de la République il y a quelques jours. Ça va très vite rentrer en place. Il y a toutes les lignes téléphoniques qui reposent énormément sur l'intervention des associations classiques, mais aussi des associations nouvelles qui se sont créées pour l'occasion, avec une batterie de numéros verts nationaux, mais également territoriaux, qui permettent de venir en aide, en tout cas aux personnes, de dire quand ça va pas. Et j'ai abordé le sujet, qu'on développe en France la notion de premier secours en santé mentale. Finalement, il y a un grand nombre de Français, avec l'esprit citoyen qui est le leur, qui se sont formés au premier secours, jusqu'à utiliser un défibrillateur semi-automatique. Il existe aujourd'hui des expérimentations qui sont menées en lien avec les universités, notamment dans plusieurs territoires français, sur la formation qu'on peut acquérir pour pouvoir venir en aide aux gens qui travaillent ou qui vivent dans notre environnement et qui pourraient venir nous voir pour nous dire ça ne va pas. Parfois, on va voir quelqu'un qui ne va pas bien, va voir sa famille, va voir son médecin traitant, tout ce maillage-là existe. Mais parfois, je pense à l'entreprise avec le télétravail qui peut alourdir les choses. Je pense à l'université qui est fermée. Pouvoir disposer dans son environnement proche de personnes qui sont formées et qui sont capables de détecter, de dire là, ça, attention, tu devrais aller consulter un psy ou tu devrais aller voir un psychologue ou tu dois aller voir ton médecin, que personne ne se trouve sans solution pour être capable de parler et d'aborder les problèmes. Il existe des formations en ligne aujourd'hui qui prennent entre 3 et 5 jours de formation qui permettent d'acquérir cette compétence nouvelle et de venir en aide. Donc, on va sortir sur ce sujet-là. J'y travaille avec le délégué ministériel à la psychiatrie et à la santé mentale, Franck Bellivier. Je me suis entretenu avec la communauté des psychiatres et des psychologues il y a 2 semaines à l'occasion de leur grand congrès national. Nous tiendrons en France, à la demande du président de la République avant le mois de juin, des assises de la psychiatrie et de la santé mentale. Et puis, puisque vous parlez des questions de moyens, eh bien, on reconduit par exemple un appel à projet pour la psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent à hauteur de 20 millions d'euros. En 2020, ce sont près de 60 millions d'euros supplémentaires qui sont venus renforcer l'offre de santé en psychiatrie et en santé mentale. Il y a également 15 millions d'euros que je viens d'annoncer et que nous allons déployer pour les modalités de prise en charge des personnes en institution à l'hôpital. Mais au-delà des questions de moyens, je dirais, moi, je veux qu'on agisse vite. Je pense qu'il faut qu'on intervienne vite. D'abord, je ne suis pas l'affreux cerbère de la santé qui veut tout fermer et qui ne tiendrait pas compte de la situation générale dans notre pays. Je ne perds pas de vue la notion de la santé au sens de l'OMS, qui est un état général de bien-être. Et je souhaite qu'on puisse retrouver le plus vite possible un certain nombre d'activités qu'on aurait pu perdre. Je m'interroge par exemple sur un certain nombre d'activités culturelles en extérieur ou sur des activités sportives qu'on peut faire en extérieur qui ne sont pas interdites. Aller faire de la pratique du footing, du vélo, certes des activités plutôt individuelles, mais qu'on peut faire en extérieur, même si les conditions climatiques, j'en ai bien conscience, ne se prêtent pas forcément à cela. Et il faut vraiment qu'on prenne. Enfin, on a pris le sujet à bras le corps, c'est une évidence. Et je crois qu'il faut qu'on aille au-delà des organisations habituelles et classiques sur lesquelles on s'appuie d'habitude. Et donc, je sortirai sur ce sujet prochainement. Merci, monsieur le ministre. Si vous avez des idées, si vous avez des propositions, s'il y a des choses sur lesquelles vous avez travaillé, si vous avez des aspirations, ne vous bridez pas en la matière. Je peux confirmer que Laura Guérin a souvent beaucoup d'idées. Monsieur le ministre, on a une question sur le Facebook Live. La première qui vient, une question de Claude qui dit « Le Gers connaît de plus en plus de fermetures d'écoles, de collèges, de lycées. Ne faudrait-il pas durcir le protocole sanitaire en vigueur pour mieux protéger nos enseignants et nos élèves ?» C'est une question qui revient beaucoup. Sur cette question des écoles, il y a un protocole sanitaire. Nous l'avons modifié à plusieurs reprises. Je pense qu'on a quand même trouvé une situation équilibrée. C'est pas le protocole sanitaire qui pose problème aujourd'hui, c'est l'épidémie. C'est que le virus circule trop et que l'arrivée des variants nous conduit à prendre des mesures encore plus fortes. C'est-à-dire, lorsqu'il y a un cas de variant avéré dans une école, nous sommes souvent obligés de fermer la totalité de l'établissement pour limiter le plus possible la diffusion, surtout s'il s'agit d'un variant sud-africain ou brésilien. Donc, cela peut induire des fermetures supplémentaires de classes et d'écoles, ce qu'on essaie de limiter au maximum. Je rappelle que la France est l'un des seuls pays d'Europe occidentale à avoir rouvert totalement ses écoles depuis bientôt 1 an, c'est-à-dire depuis le mois de mars dernier, là où chez nos amis italiens, par exemple, dans certaines régions,
certains enfants n'ont pas mis plus qu'un jour par semaine les pieds à l'école depuis le mois de février. Donc on fait vraiment tout ce qu'on peut pour maintenir les écoles, mais la priorité aujourd'hui, là dans la période à laquelle on se trouve, c'est la lutte, la traque du variant et la limitation absolue de sa diffusion. Mais là encore, vous ayant dit que j'étais ouvert, et l'ayant dit aussi à Mme Guérin tout à l'heure sur la question de la psychiatrie, de la santé mentale, il faut que ce soit un échange. Alors on n'a pas le temps là parce que je pars en déplacement à l'hôpital, mais il faut que ce soit un échange, je dirais, bilatéral. Faites-moi remonter vraiment vos propositions, les idées, les constats de terrain, ce que vous pouvez observer. N'imaginez pas du tout qu'on serait ici dans une tour bouchée, fermée, avec des dossiers et des administrations qui nous diraient c'est absolument pas la réalité. Moi, je passe 50 coups de téléphone par jour, week-end inclus, pour comprendre ce qui se passe, saisir ce qui se passe dans les différents territoires. Et si vous avez des propositions à faire, comme vous avez un conseil citoyen par exemple, eh bien n'hésitez pas à les faire remonter. Je prends connaissance d'absolument tout. Si c'est pas moi en direct, c'est mon équipe. Et on est vraiment ouvert d'esprit. On va y travailler, Monsieur le Ministre. D'ailleurs, ces questions intéressent beaucoup les maires. Je les salue. Ils ne vont pas pouvoir prendre la parole là, mais les deux présidents des deux associations de maires du Gers, le président de l'association des maires de France, des maires du Gers, Michel Baylac, et Cyril Cotona, président des maires des communes rurales. On a ici en présentiel une citoyenne de notre collège, mais qui est aussi une infirmière et qui a peut-être une question à vous poser sur les liens entre vaccination et démographie médicale. Sandra Listouzi. Notre stratégie de vaccination gersoise a mis en évidence la désertification médicale et le manque de médecins généralistes. Les centres de santé ne peuvent pas être la seule réponse, bien qu'elles y participent. Que pouvez-vous faire pour faire venir et installer des médecins généralistes dans le département du Gers? Alors, c'est un vieux sujet que celui de la désertification médicale, mais là, on est effectivement dans la période la plus critique de notre histoire contemporaine. Pour vous donner un exemple, quand j'ai passé médecine en 98, on était 3500 médecins admis en France au concours en deuxième année. Aujourd'hui, il y en a plus de 10 000. L'année prochaine, ça va mettre beaucoup plus puisqu'on a supprimé le fameux numerus clausus qui empêchait les médecins français de faire de la médecine en France. Et C'est eux. Ah oui, parce que tous les autres fonctionnent, c'est bien. C'est terrible. C'est dommage. Le silence se fait. Alors, je profite pour donner des informations générales pendant ce qu'il a. D'abord, pour vous dire que M. Ricordo, que je n'ai pas salué, que je salue le directeur de l'ARS d'Occitanie, va rester un peu avec nous après que le ministre sera parti pour sa visite dans un hôpital et pourra continuer de répondre à quelques questions pendant quelques minutes. Donc, nous allons pouvoir évidemment prolonger cette discussion avec lui. Je ne sais pas si on a un retour de Monsieur le ministre, Olivier Véran. C'est un peu compliqué parce que comme il avait un déplacement, on a fait ça dans un endroit un peu… Il doit partir. Il n'y en a pas, il doit partir. Bon. Alors, on va d'abord et on lui transmettra, il le saura, le remercier bien sûr infiniment et on transmettra Sandra. Je ne crois pas qu'il a essayé d'échapper à la réponse, hein, très franchement. Mais c'est vrai qu'on fait des choses et qu'on peut le faire dans le Gers. Vous savez qu'on a une opération qui s'appelle TIC 32 pour attirer les médecins au niveau du Gers et qu'on a des réflexions en cours sur les nouvelles formes de présence de médecins dans le département. Nous réfléchissons beaucoup à cela. Il y a des initiatives qui sont prises par des communes, mais nous avons une réflexion départementale sur le sujet.